Salut la jurisphère, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Constitution et des normes constitutionnelles en droit administratif. C'est donc la première vidéo qui concerne les sources du droit en droit administratif et la Constitution, elle sera envisagée exclusivement sur son apport normatif. En tant que norme, vous l'avez vu, c'est la norme suprême, c'est-à-dire qu'elle se situe au sommet de la pyramide de Kelsen, c'est une source qui est très riche en droit administratif depuis la Ve République. Alors, quand j'entends constitution, il faudra bien parler en réalité du bloc de constitutionnalité qui intéresse le droit administratif. Nous allons voir donc chacun de ces textes et analyser leurs valeurs au sein de notre droit administratif. Alors d'abord, la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République. Ce texte, de prime abord, il est pauvre en dispositions qui intéressent le droit administratif. On peut tout de même évoquer les règles de compétences et de procédure qui se trouvent aux articles 34 et 37, vous savez, la délimitation entre le domaine législatif et le domaine réglementaire. Et donc ça va assigner un champ de compétences au droit administratif, le domaine réglementaire, de faire des règlements. La Constitution, c'est en réalité une norme dont l'objet c'est de permettre la production d'autres normes. Elle va concrètement créer une hiérarchie des normes. On a, par exemple, la Constitution dit que le Parlement vote la loi. Donc elle renseigne sur le fait qu'il existe une autre norme, appelée loi, et elle explique son mode de production, ainsi que sa relation avec les règlements. La Constitution, elle explique également quelle est la place des normes vis-à-vis des autres normes. On a l'exemple qui va nous intéresser dans le prochain épisode, les traités internationaux, qui ont une valeur supérieure à la loi, c'est l'article 55 de la Constitution. Donc elle indique que la loi doit être conforme aux traités. Le texte de la Constitution comporte également des principes. Alors, par exemple, notamment dans le titre premier, on a l'égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice, l'égalité entre les hommes et les femmes, ou encore le principe de laïcité. La Constitution, elle conserve tout de même un impact sur le droit administratif. C'est également le juge administratif qui sanctionne l'inconstitutionnalité des actes de l'administration par rapport à cette Constitution. Et il va les annuler, ces actes inconstitutionnels. On a un exemple avec la société Eki de 1960, dans lequel le Conseil d'État va se baser sur une norme issue du préambule de 1958, donc de la Constitution de 1958, pour annuler un acte administratif. Et donc là, le Conseil d'État va rendre l'un de ses arrêts majeurs en droit administratif, puisqu'il reconnaît par là que l'introduction du texte constitutionnel est bien dotée d'une valeur juridique. Alors ensuite, sur le reste du bloc de constitutionnalité, parce que, je vous rappelle, le préambule de 58 fixe le principe du bloc de constitutionnalité. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ils ont été définis par la déclaration de 1789, on pense à la DDHC, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution de 1946, un nouveau texte, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Alors premièrement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les droits qui sont dans la DDHC sont, alors par exemple, le droit de propriété, la sûreté, l'égalité devant la loi, la liberté. On appelle ces droits des droits d'inspiration libérale, car ce sont des droits que l'individu peut opposer à l'État. Ce sont des droits que l'on peut revendiquer dans l'État. En conséquence, l'État doit respecter ces droits pour les administrer. Ainsi, on a donc un fameux arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Condamine de 1957, dans lequel le Conseil d'État va pour la première fois opérer un contrôle d'un acte administratif sur un recours soulevant des moyens d'égalité, comme moyen de l'égalité, 3 articles de la DDHC. Donc, la DDHC dispose bel et bien d'une valeur juridique, par l'arrêt Condamine. Le préambule de 1946 maintenant. Le préambule de 1946 traduit une actualisation des droits et libertés. Ils ont une dimension sociale plus importante. On parle de droits créances. Ce sont des droits dont les personnes sont créancières sur l'État. C'est par exemple le droit à la retraite, le droit à la sécurité sociale ou encore le droit de se syndiquer. Le préambule de 1946 a également une valeur juridique. Ça a été reconnu par le Conseil d'État dans son arrêt 2AN de 1950.
le Conseil d'État va s'appuyer sur un principe figurant dans le préambule de 1946. Par exemple, là, dans le cas de la décision de Haen, le Conseil d'État juge que, en l'absence de loi applicable, il appartient au chef de service de réglementer le droit de grève de ses fonctionnaires. Ensuite, qui ne sont pas mentionnés réellement dans le préambule de 58, ce sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En France, les PFRLR sont les principes qui ont une valeur constitutionnelle et de ce fait, en cas de conflit, ils prédominent sur la loi. Ils font partie du bloc de constitutionnalité. Ces PFRLR proviennent notamment des décisions du Conseil constitutionnel, mais aussi du Conseil d'État. Et c'est là que ça intéresse le droit administratif. Le Conseil d'État, à plusieurs reprises, n'a pas hésité à utiliser certains de ces droits à l'appui de ces décisions précises de jurisprudence. L'arrêt Moussa Koné, par exemple, de 1996 du Conseil d'État. Le Conseil d'État va créer un PFRLR concernant l'obligation pour l'État français de ne pas extrader un Français dans un but purement politique. Donc pour la première fois, par l'arrêt Moussa Koné, le Conseil d'État considère qu'il a l'autorité pour créer lui-même des PFRLR. Aussi, le juge administratif, attention, ne vérifie pas la conformité d'une loi à la Constitution. Ce rôle, il est laissé au Conseil constitutionnel. Non, le Conseil d'État et le juge administratif en général va se borner au contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs. Très important. Ensuite, la Charte de l'environnement de 2004. Ce texte met en lumière le principe de précaution, celui de vivre dans un environnement équilibré, celui qui encourage les autorités publiques à favoriser le développement durable. Le Conseil d'État a déjà eu recours à cette charte à des fins d'annulation. Et ça démontre qu'elle s'impose finalement cette charte aux autorités administratives lorsqu'ils vont administrer. Alors, on a par exemple ici l'arrêt Fédération nationale de la pêche en France de 2013. Le Conseil d'État dit que le juge administratif peut apprécier directement la conformité du texte réglementaire au regard de la charte. La charte de l'environnement dispose dès lors d'une valeur juridique sûre et certaine. On a ensuite des fois des principes jurisprudentiels de valeur constitutionnelle ou alors encore des objectifs à valeur constitutionnelle. Par exemple, le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1995, avait bien dit que le droit à un logement décent, de vivre dans un logement décent, constitue un objectif à valeur constitutionnelle qui s'impose à l'administration et à ses services publics. Ensuite, l'interprétation de la Constitution. L'interprète naturel de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Ces décisions, elles ont autorité de la chose jugée absolue. Le contrôle de constitutionnalité a priori, quant à lui, c'est un système sécurisant qui permet d'empêcher la promulgation de lois qui paraissent anticonstitutionnelles. Cependant, le Conseil constitutionnel ne se borne pas à abroger la loi. C'est un système dangereux en soi. C'est un système qui est contre la volonté générale. Vous savez, la loi qui est censée être l'expression de la volonté générale. Le Conseil constitutionnel peut déclarer une loi conforme à la Constitution, sous réserve qu'elle soit interprétée d'une telle ou telle façon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Par exemple, on a l'arrêt Sala 5 de 1994 du Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé que lui également, il lui appartenait de faire application des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel. Donc on voit très bien que finalement, ce n'est pas juste la valeur constitutionnelle des principes, mais également le sens et l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel qui va influencer l'application du droit administratif, notamment par le juge administratif. Le Conseil d'État le dit d'ailleurs dans un arrêt Commune de Gurmançon de 2013, que, au regard de l'article 62 de la Constitution, le juge administratif s'estime lié par l'interprétation du juge constitutionnel, fait de la Constitution. C'est-à-dire que le juge administratif se doit d'appliquer l'interprétation qui est donnée par le juge constitutionnel. Donc, finalement, en 2013, c'est une sorte de confirmation de la jurisprudence de 1994. Toutefois, dès lors qu'aucune interprétation d'une loi n'existe de la part du Conseil constitutionnel, alors
le Conseil d'État, donc le juge administratif en général, ne se prive pas d'interpréter lui-même la Constitution. Et donc là, à ce moment-là, on a certes un risque de divergence entre ce que va penser le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Finalement, sur la valeur juridique qui est donnée à tous ces textes, et notamment ceux du bloc de constitutionnalité tel qu'il est donné dans la Constitution de 1958, je pourrais vous conseiller de n'apprendre qu'un arrêt par simplicité, qui est l'arrêt Société Equis de 1960. Dans cet arrêt, le Conseil d'État, il donne une valeur juridique au préambule de 58. Et le préambule de 58 donne lui-même, quelque part, une valeur juridique à tous ces textes-là. Donc, par conséquent, l'arrêt Société Equis de 1960 du Conseil d'État donne une valeur juridique indirecte à tous les autres textes, donc c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 46 et la Charte de l'environnement de 2004. C'est une possibilité, ça vous permet de regrouper plein d'arrêts dans un seul arrêt au lieu d'en apprendre plein, et c'est sûrement comme ça qu'il est préférable de travailler plutôt en technicité et en productivité plutôt que juste apprendre plein d'arrêts qui sont tout simplement inutiles à apprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à comprendre un peu mieux le rôle de la Constitution et des normes constitutionnelles au sein du droit administratif. Ensuite, il conviendra également de s'intéresser à une part du gâteau beaucoup plus grande qui s'intéresse notamment aux conventions internationales et également au droit européen, donc en général au droit international, l'influence du droit international sur la Constitution qui fera l'objet du deuxième épisode de cette série de vidéos sur le droit administratif.